Merci d'abord à Jean-Paul Baptiste. Comme c'est la coutume ici, je ne vais pas le présenter puisque je vais lui laisser le soin de se présenter lui-même avant de présenter l'ouvrage qu'il a amené à être présent ici, ce dont nous le remercions tous. Jean-Paul, à toi. Très bien, donc j'ai vécu en Union soviétique de 1995 à 1998 où j'étais professeur de français. Dans les pays socialistes eux-mêmes, les pays donc ex-socialistes, là aussi, on est passé du tout est parfait à tout était nul. Souvent énoncé par les mêmes personnes, on va voir tout à l'heure pourquoi ce sont souvent les mêmes personnes qui portaient au nu l'Union soviétique et qui maintenant le réduisent en boue. Alors, en Occident, il y a beaucoup de pro-soviétiques qui sont en panne d'arguments aussi, qui ont peur de défendre l'URSS parce qu'ils n'ont pas assez d'arguments, pour la bonne raison qu'ils n'y ont pas séjourné ou n'y ont pas vécu, donc j'ai pensé qu'il était nécessaire d'y répondre. Alors, personnellement, j'ai eu la chance de vivre à Alma-Ata, et par acquis de conscience, j'ai pensé que c'était important de faire ce livre pour témoigner de tout ce que j'avais vu. Ensuite, il fallait, j'en avais assez d'écrire des lettres toutes les semaines donc aux organes de presse pour corriger ou préciser telle ou telle chose sur l'Union soviétique. Il fallait donc tordre le cou à toutes les critiques habituelles de l'Union soviétique, c'est-à-dire le totalitarisme, les privilèges du communisme. Bon, ça, j'en parle dans le livre, les privilèges des communistes étaient bien acceptés par la population. Zinoviev explique ça dans ses livres, que le travail des communistes était tellement dur qu'on acceptait qu'ils aient quelques avantages par-ci, par-là. Donc c'était bien accepté et bien réparti dans la population. En Union soviétique, tout le monde avait des privilèges étant donné la nature de son travail. Quelqu'un qui était par exemple commerçant avait certains privilèges de par les denrées qu'il recevait. Donc si vous voulez, les privilèges en Union soviétique, il n'y a pas de quoi s'offusquer, c'était la chose la mieux répartie. La répression des homosexuels, le chômage déguisé, les handicapés envoyés sur des îles, le désastre écologique, on a déjà parlé, la censure de tout ce qui était occidental, l'espionnage de la vie privée, les choses cachées aux étrangers, l'interdiction de la religion, l'omniprésence de l'idéologie. Tout cela, donc, j'y réponds dans mon livre pour pouvoir passer à autre chose et présenter la société soviétique telle qu'elle l'était. Alors, en quoi ce livre est original? Parce qu'il se distingue de beaucoup d'autres livres qui ont été écrits sur l'URSS, souvent par des personnes qui n'ont pas eu de séjour prolongé dans le pays. Alors, je me suis intéressé à la vie quotidienne, puisque tout a déjà été dit sur le rôle de l'Union soviétique pour l'appel anti-impérialisme, la centralité de la classe ouvrière. Je me suis intéressé donc au mode de vie. Très peu de livres sont sortis sur le mode de vie donc en URSS. Évidemment, il y a eu Sovietica d'Irina Malenko, mais ce livre s'adresse à un public essentiellement ex-soviétique, hein, pour rappeler aux jeunes qui n'ont pas connu l'Union soviétique ce que c'était et pour raconter son parcours catastrophique quand elle a découvert l'Occident. Alors, sinon, il y a eu quelques livres qui sont corrects, un d'un journaliste du Morning Star, un de Peter Ustinov par exemple, mais finalement très peu de choses. Bon, je ne parle pas évidemment des livres à charge contre l'Union soviétique. J'avais le grand avantage d'habiter à Alma-Ata, c'était moi qui étais de tous les Français le plus loin et le plus isolé de Moscou, donc j'étais vraiment dans l'URSS profonde. Ce qui était un avantage par rapport aux gens qui habitaient à Moscou, qui est beaucoup plus cosmopolite. Évidemment, donc c'était très bien pour évaluer l'Union soviétique. Bon, j'ai oublié de parler des livres du Parti communiste sur l'Union soviétique. Évidemment, il y en a eu toute une flopée, mais ces livres étaient très gentils, mais c'était comme, si vous voulez, le globalement positif. C'était toujours mi-figue, mi-raisin, avec un discours qui disait « Bon, Staline est mort, donc maintenant tout va bien en Union soviétique », ce qui est quand même un peu simpliste.
Donc c'est pour ça que je ne cite pas ces livres. Alors, pour écrire ce livre, évidemment, il fallait un préjugé favorable envers l'Union soviétique. Comme vous savez, aujourd'hui, les sondages des ex-soviétiques sont très favorables par rapport à l'Union soviétique. Moi aussi. Bon, alors, si on parle dans la société en général, parce que je sais que quelqu'un va poser cette question, pourquoi est-ce que si l'Union soviétique avait tellement de succès, le Parti communiste, en particulier la Fédération Russie, s'en sort pas mieux? Bon, de façon générale, les gens, les partis les plus favorables à l'Union soviétique sont à la fois les plus âgés et les plus jeunes. Donc les plus âgés qui ont connu l'Union soviétique et les plus jeunes, eh bien, qui peut-être ont entendu parler par leurs aïeux et qui s'y intéressent. Le plus grand rappeur de l'Union soviétique, par exemple, s'appelle Slava SSSR, gloire à l'Union soviétique. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de traduction électorale de cette nostalgie de l'Union soviétique? Eh bien, d'abord parce qu'il y a émiettement. Je vous rappelle que la dernière fois qu'il y a eu un débat pour les élections présidentielles, les candidats communistes sont battus sur l'estrade, ce qui fait toujours mauvaise impression. Alors le candidat de la Fédération de Russie, lui, a son honneur à quitter le débat. Bon. Ensuite, la pauvreté de l'offre. Bon, c'était Groudinin, le candidat, il n'était même pas membre du Parti communiste lui-même, hein, c'est un président d'une grande entreprise agricole, donc c'était vraiment le plus mauvais résultat du Parti communiste depuis la fin de l'Union soviétique. Avec 11%, c'était probablement un mauvais choix. Mais la raison principale, c'est qu'évidemment, les ex-soviétiques sont désorientés après tout ce qui s'est passé et après la crise à l'intérieur du Parti communiste lui-même. Mais pourtant, il y avait eu des bons résultats au début, immédiatement après le changement de régime, puisqu'en 1995, le Parti communiste avait quand même remporté 40% des sièges à la Douma. Bon, après le Parti communiste a fait des erreurs, ils ont accepté la constitution de Vladimir Poutine, beaucoup de gens leur ont jamais pardonné. Mais d'après de nombreux spécialistes, les communistes auraient dû gagner l'élection présidentielle de 1996 qui a probablement été truquée au bénéfice de Yeltsin. Aujourd'hui, bon, il y a quand même de beaux restes du Parti communiste. On a vu la résistance contre le gouvernement Poutine pour l'histoire des retraites, hein, que l'âge de la retraite devait être repoussé. Ça a été mis en échec grâce à la mobilisation du Parti communiste. Et on voit aussi qu'il y a de beaux restes de l'Union soviétique, aussi bien en Nouvelle-Russie, hein, dans le Donbass, en Transnistrie, le parti pro-russe en Lettonie et surtout la Bélarus, que beaucoup de gens comparent à l'ancienne Union soviétique. Bon, et aussi bien au Kazakhstan, en Arménie, Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan, les dirigeants d'aujourd'hui se réclament toujours de l'héritage soviétique. Bon, alors, si vous voulez, moi ce qui est intéressant, c'est que je pars du principe que tout était parfait en Union soviétique. Alors, en cela, je me distingue à la fois des maoïstes, pour qui tout était parfait jusqu'à Khrouchtchev, par exemple, et des trotskistes pour lesquels tout était parfait jusqu'à Staline. Alors pour moi, évidemment, j'avais quand même quelques réserves, mais ayant habité en URSS, j'étais, bon, en gros, content de tout ce que j'ai vu, à tel point que j'ai failli prendre la nationalité soviétique en 1986. Mais malheureusement, c'était l'année des révoltes, les révoltes d'Alma-Ata, enfin des révoltes, comme on dit, des émeutes qui avaient été encouragées par les radios étrangères. On en parlera tout à l'heure quand on va parler de la perestroïka. Donc c'est vrai que j'avais quand même quelques réserves pour des raisons de la vie courante, par exemple, bon, des problèmes matériels. J'avais une chambre, j'avais un genre de studio, une chambre dans un foyer de professeur où je n'ai jamais pu faire marcher la télévision. Par exemple, on appelait cette chambre le cimetière des téléviseurs, parce que chaque fois que j'allais chercher un téléviseur en ville où il y avait un système à des kopecks, si vous voulez, pour louer des téléviseurs, chaque fois que je le ramenais au foyer, eh bien, il ne marchait pas. Donc on avait appelé cette chambre le cimetière des téléviseurs parce que je me servais des téléviseurs comme siège, comme table,
pour tout. Donc c'est vrai que j'avais certains problèmes pratiques. Bon. Aussi, j'avais des réserves bon, sur un léger sexisme, bon, des choses vraiment de détail, par exemple. Quand Isabelle Aubray a fait sa tournée en Union soviétique, bon, on trouvait bon, qu'elle n'était pas assez jolie pour être chanteuse, mais vous voyez, des broutilles. Sinon, j'explique dans ce livre que je trouvais que tout était très bien, jusqu'à ces événements d'Almaty, bon, qui m'ont fait poser quelques questions, mais qui ont été considérablement gonflés par la presse occidentale. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi comme stratégie pour écrire ce livre? Bien, je suis parti des critiques occidentale de la vie de tous les jours. Hein, c'est comme ça que j'en ai fait mon plan, auquel j'espère avoir répondu sur tous les plans. Et je suis parti aussi des critiques des rares dissidents soviétiques intéressants. Là, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Zinoviev, Anatoly Zinoviev, et puis Alexandre Zinoviev, et les frères Medvedev. Bon, les frères Medvedev, c'est vrai, je ne les cite pas dans le livre, bon, ils sont cohérents, mais ce sont des bons gorbatcheviens, donc je ne partage pas tellement leurs analyses. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je me suis intéressé à 17 domaines, donc la vie quotidienne, la vie privée, le travail, la santé, l'enseignement, la culture, l'environnement, la science, le sport, l'attitude par rapport aux étrangers, la vie politique, le Parti communiste, pour bien cerner toute la société soviétique. Alors, si on parle des critiques, on va voir la critique de droite et la critique de gauche. Bon, la critique de droite de l'Union soviétique semble finalement plus honnête et intellectuellement consistante que la critique de gauche. La critique de droite portait essentiellement sur l'économie, c'est-à-dire sur le niveau de vie et le taux de croissance. Alors, moi, dans mon livre, je ne traite pas de l'économie en tant que telle, parce que vous savez que les statistiques soviétiques occidentales n'étaient pas les mêmes sur ces questions de taux de croissance. Les soviétiques, ils ne tiennent pas en compte les services qui ne sont pas directement liés à la production, donc c'est très difficile de comparer ces choses. Je traite essentiellement de l'économie domestique, hein, donc du mode de vie et bon, c'est appelé du confort de la vie moderne. Aussi, il est difficile évidemment de comparer des sociétés capitalistes à des sociétés, à la première société socialiste intégrale. Comme dit Boris Groy, hein, c'est lui qui a fait le catalogue de l'exposition rouge, même si on n'y vend pas ses livres, parce qu'il dit beaucoup de bien de l'Union soviétique, alors qu'il est le seul spécialiste finalement de l'art soviétique, à part Lunacharsky et le livre d'Emmerich. Eh bien, ce qui était intéressant en Union soviétique, c'est qu'un soviétique vivait dans un appartement public, prenait son petit déjeuner produit par le pouvoir soviétique pour se rendre par les transports publics dans un travail public dont il était salarié. Donc, si vous voulez, étant donné que pratiquement tout était public, c'est difficile de comparer cette première expérience avec des sociétés capitalistes développées. Bon, ça marchait plutôt bien, puisque même dans les années 70, qu'on appelle les années de la stagnation, il y avait quand même 6,2% bon, en principe d'augmentation, enfin de taux de croissance par an. Je rappelle qu'en plus, l'Union soviétique n'avait pas la facilité d'avoir les produits du tiers-monde, par exemple, et que le bloc socialiste vivait en quasi-autarcie. Alors, j'évoque évidemment le problème des queues. Bon, ces queues n'étaient pas aussi terribles qu'on le prétend, c'est-à-dire qu'une fois que les magasins ouvraient, les gens rentraient. Mais comme Samir Amin le dit, c'est vrai que les queues étaient inversement proportionnelles à la fréquence des articles. C'est-à-dire que plus un article, évidemment, était en manque, plus il y avait la queue, ce qui est tout à fait normal. Donc la discrimination, alors qu'ici se fait par les prix, là-bas, elle se faisait par la patience. Bon, enfin, pour les choses les plus basiques de la vie, les gens se portaient bien, puisque c'est vrai qu'on passait une bonne partie de la journée à manger et à boire en Union soviétique. Donc, il ne fallait pas s'inquiéter de ce côté-là. C'est vrai que personne n'était dans le besoin.
Donc là, il n'y avait pas vraiment de problème. Alors, le travail. Je peux sembler faire beaucoup de digressions et parler de choses qui ne sont pas très significatives, mais c'est parce que, si vous voulez, les choses les plus importantes sont dans le livre, donc j'ai rajouté certaines choses après. Alors, le travail se distinguait, on sait bien, par un certain laisser-aller, bon, qui était indiscutable. On travaillait un peu comme on voulait. Il y avait un très bon équilibre entre le travail et les loisirs. Alors évidemment, c'est toujours pareil, on peut considérer ça comme dramatique, mais c'est sûr que les gens étaient moins stressés. Pour les femmes, par exemple, on a parlé d'un double fardeau, puisque toutes les femmes travaillaient. Eh bien non, puisque étant donné que les cadences étaient beaucoup plus lentes en Union soviétique, il y avait toutes sortes de facilités qui étaient faites aux mères de famille pour pas qu'ils soient abattus par ces deux contraintes. Certaines choses dont on rêve ici étaient très bien faites, par exemple le départ progressif vers la retraite. À partir de la retraite 55, de 45 ans, on travaillait de moins en moins pour encadrer les jeunes. Bon, ça c'était quelque chose de très bien, comme ça il n'y avait pas ce choc de la retraite qu'on voit ici. Ce qui était très agréable aussi, c'est que tout le monde était égal du point de vue de l'expression au travail, c'est-à-dire que tout le monde avait également voix au chapitre. Tout le monde pouvait s'exprimer, bon, il y avait beaucoup de réunions, quel que soit, si vous voulez, son statut dans l'entreprise concernée. Ici, par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un et vous faites des présentations, si vous voulez, on peut mettre les personnes dans trois catégories. Donc il y a les exploiteurs, les exploités, et la troisième catégorie, ce sont, si vous voulez, les suppôts du système, par exemple les fonctionnaires, les professeurs, les gens de l'économie sociale et solidaire, qui sont un peu des gestionnaires, puisqu'ils rentrent dans le cadre de la société. En Union soviétique, ce problème n'avait pas cours, puisque tout le monde œuvrait pour le bien de la société. Donc, quelle que soit la place dans la société qu'occupait une personne, si vous voulez, elle avait le droit de s'exprimer au même niveau que quelqu'un de mieux placé. En général, tout le monde était content de son travail et aucun travail n'était considéré supérieur à un autre. Tous les travaux étaient utiles, toujours pour la même raison, hein, c'est qu'il y avait donc, comment dire, sous-emploi, sous-production, on manquait de travailleurs partout, ce qui présentait beaucoup d'avantages puisqu'on pouvait changer de travail très facilement, aussi bien dans sa branche que dans d'autres, puisqu'on manquait de travailleurs partout. Donc ça, c'était une grande facilité aussi qui donnait beaucoup de liberté dans son travail, puisque il n'était pas question d'être licencié, puisqu'on cherchait tellement à retenir les travailleurs sur place. Aussi, la bonne entente au travail venait du fait que les directeurs des entreprises avaient été souvent eux-mêmes d'origine ouvrière ou paysanne. Donc tout le monde était sur un pied d'égalité. Alors ces critiques de droite me semblent, si vous voulez, très honnêtes. C'est du genre, les critiques de droite disaient « Bon, c'est différent de l'Union soviétique, mais je préfère chez moi ». Donc ça tient à peu près la route. La critique de gauche était beaucoup plus insidieuse. C'est la critique de gauche qui est à l'origine du totalitarisme. Bon, à l'origine, le totalitarisme, ça voulait dire autre chose. Mais dans la façon dont elle a été théorisée, une fois expressément par Hannah Arendt et une fois implicitement donc par Orwell, on voit que ça ne correspondait pas du tout à la réalité de l'Union soviétique. Et Brzezinski. Oui. Donc, Orwell, par exemple, il avait divisé la société en deux dans 1984, entre le parti et les prolétaires, mais en soviétique, ça ne pouvait pas marcher, puisque c'était donc les prolétaires qui étaient au pouvoir, si vous voulez. Et puis, ils représentent donc ces gens qu'on appelle les prolétaires comme des personnes qui, certes, sont exploitées, mais ne sont pas dans la vie courante. Donc lui, ni l'un ni l'autre n'a jamais mis les pieds en Union soviétique, hein, ni Orwell ni Hannah Arendt. Donc ils étaient un peu à côté de la plaque. Alors Hannah Arendt, si on prend sa définition du totalitarisme, ben, ça relève souvent d'un verbiage philosophique. Hein. Souvent les philosophes ont ce tort de choisir un schéma d'abord et ensuite de vouloir faire rentrer tout dedans.
Alors d'abord, elle appelle totalitarisme le fait qu'il y ait une centralisation de l'économie, mais là d'abord c'est une vue de l'esprit, et ensuite, bon, en Union soviétique, il y avait quand même place un peu au marché libre, sous la forme des sovkhozes et sous la forme du marché de l'occasion. Là, il y a des choses qui étaient très intéressantes en Union soviétique, comme quoi une voiture d'occasion était forcément plus chère qu'une voiture vendue par l'État, hein, puisque l'État, elle était vendue donc à prix coûtant, et comme c'était déficit, un produit déficitaire, elle était revendue plus cher. Bon, le parti unique. Le parti unique, bah là aussi, il n'était pas obligatoire d'être communiste pour avoir des bonnes places, hein. On voit les gens qui étaient envoyés à l'étranger, et il y en a beaucoup qui n'étaient pas communistes. Alors, évidemment, on préférait envoyer des communistes pour représenter leur pays, mais sinon, par exemple, les professeurs de français qui venaient de l'Union soviétique n'étaient pas communistes, hein. Alors, toujours cette histoire du parti communiste, du parti unique, eh bien, le parti représentait, bon, si vous voulez, toute la société, on ne peut pas dire, il y a cette controverse de Khrouchtchev qu'on va parler après, mais en tout cas, l'avant-garde de la société, en tout cas, le parti s'exprimait au nom de toute la société, donc c'était normal qu'il y ait un parti unique. Surtout qu'il y avait une vraie vie politique, je vous rappelle qu'il y avait beaucoup des réunions et que chacun pouvait s'exprimer au nom de la société. Le monopole de l'idéologie. Bon, alors, le marxisme-léninisme, c'est vrai qu'il était enseigné à l'école, mais bon, c'est pas de la faute du marxisme-léninisme qu'on n'a rien trouvé de mieux depuis, hein. Depuis, c'est vrai qu'on a proposé d'autres philosophies qui sont souvent des retours en arrière, et d'autres philosophies étaient présentées dans un contexte historique, hein. C'est comme avec la religion, dans les cours d'athéisme, on présentait aussi les religions. Il y avait des grands spécialistes, comme à Tbilissi de Kant, hein, on présentait les autres religions. Alors, l'accusation que le parti s'est mise dans la sphère intime, donc là, je m'érige en faux contre ça. Dans la sphère privée, les gens pouvaient absolument faire tout ce qu'ils voulaient, hein. L'histoire, c'était que, étant donné que la sphère était très publique, puisque bon, la presse et l'édition, la télévision, tout ça était public, chaque personne qui parlait à la télévision s'exprimait encore une fois au nom de toute la société. Mais dans le privé, les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Un bon exemple, c'est Zinoviev lui-même, hein. Zinoviev avait prévu, bon, quand il était jeune, de tuer Staline. Bon, mais Zinoviev n'a pas été inquiété jusqu'à ce qu'il demande lui-même d'émigrer. Les parents de Zinoviev étaient des aristocrates qui ne furent jamais inquiétés par le pouvoir soviétique. Donc, si vous voulez, les seules personnes contre qui on sévissait, c'était de droite ou de gauche, c'était les personnes qui, par la violence, s'opposaient au pouvoir soviétique. Mais sinon, chez soi, on pouvait faire ce qu'on voulait. Bon, une preuve, c'est la contre-culture, hein, qui était très forte en Union soviétique. Il y a eu deux grandes vagues. Il y a eu les années 60, hein, les années où il y avait la contre-culture à l'intérieur même du parti, hein. On pense à Tarkovsky, Vysotsky, Akudjava, Chouchkine pour la littérature. Et ensuite, sous Brejnev, ce qu'on appelle les émigrés de l'intérieur, hein, ce qui correspond un peu aux hippies ici, aux communes. C'est des personnes qui avaient préféré quitter la société pour vivre en commune, par exemple dans les kolkhozes, ou bien qui avaient préféré de prendre des travaux qui ne correspondaient pas à leur spécialité, par exemple concierge, balayeur de rue, si vous voulez, pour avoir plus de temps pour se concentrer sur leur poursuite intellectuelle, artistique, etc. Ces personnes n'étaient absolument pas inquiétées, même s'ils avaient des traits critiques envers le système, par le pouvoir soviétique. L'information. Alors, l'information est souvent critiquée par ces personnes qui critiquent le totalitarisme de l'Union soviétique, alors qu'en fait, comme Irina Malenko l'avait peut-être expliqué lors de sa conférence, il existait en Union soviétique ce qu'on appelait la science des sources, qui était très importante. Chaque fois qu'on écrivait quelque chose, on disait quelque chose dans les médias, il fallait donc bien expliquer ces sources. C'est pour ça que
les nouvelles étaient de telle qualité, aussi bien la presse écrite que la télévision. Bon, une chose qui faisait très plaisir aussi en URSS, c'est qu'il n'y avait pas de faiseurs d'opinion, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas comme ici des journalistes qui faisaient la leçon et qui vous disaient ce qu'il fallait penser. Hein. Ici, c'est sûr que les gens lisent de moins en moins de journaux. La principale raison des journaux, c'est pour donner une raison aux rédacteurs en chef des journaux de paraître à la télévision sur des plateaux et être présentés comme étant directeur de tel ou tel journal. Ça, évidemment, il n'y avait pas ça en URSS. Bon, l'ordre public. L'ordre public, ben, personnellement, à Alma-Ata, on voyait pratiquement jamais la milice. Les miliciens, on les voyait surtout à Moscou et à Leningrad, où, bon, dans le voisinage des hôtels pour étrangers, hein, pour que les étrangers aient la vie tranquille, mais en Union soviétique profonde, il n'y avait pas pratiquement pas de milice, on ne les voyait pas. Donc j'ai rien vu à côté des violences policières que l'on voit en France actuellement. Alors une autre accusation de totalitarisme, c'est la société elle-même. Parce que pourquoi il n'y avait pas de miliciens? C'est parce que la société se policiait elle-même. C'est-à-dire que s'il y avait par exemple une agression dans le bus, en général tous les gens se mobilisaient pour aider la personne agressée. Donc c'est pour ça que les agressions étaient très rares, pour ne pas dire inexistantes. Cette façon de se mêler de tout énervait certaines personnes, des étrangers. C'est-à-dire que vous aviez en Union soviétique ce qu'on appelait la dictature des babouchkas. C'est-à-dire que les grands-mères donnaient des leçons à tout le monde dans la rue, avec des conseils qui étaient les plus variés. Par exemple, on se voyait dire un homme ne doit pas porter un parapluie. Vous voyez, c'est pour vous donner un exemple. Alors, ça ne peut pas sembler bizarre. C'est vrai que ça pouvait énerver les étrangers, mais c'était souvent les babouchkas qui décidaient les choses. Quelque chose de bizarre. Comme entre les hommes et les femmes, la division du travail, oui, j'en ai pas parlé, souvent les hommes avaient les positions, comment on dirait, potiches, oui, les positions honorifiques, alors que les femmes avaient les postes de commandement. C'est-à-dire que chaque fois qu'on avait affaire à une autorité, nous les étrangers, on avait toujours affaire à des femmes hein, qui avaient les postes d'autorité. J'explique pourquoi dans le livre. Donc, à la base de la société, il y avait ce contrat social qu'on a souvent reproché à l'Union soviétique, parce que certaines personnes ont parlé de gauche, ont parlé d'une dictature de la majorité, aux dépens des minorités. Alors, pour les minorités nationales, ethniques, linguistiques, là on ne peut pas trop critiquer, puisqu'on sait bien que tout était fait institutionnellement pour défendre et faire respecter les droits des différentes ethnies. Les libertés sexuelles et religieuses. Alors encore une fois, chacun faisait ce qu'il voulait, mais ce qui était découragé, c'était le prosélytisme, tout comme en Russie aujourd'hui. Dans la sphère privée, on faisait absolument tout ce qu'on voulait. Bon, c'est bien que l'URSS a été la pionnière pour l'avortement, le divorce, l'union libre, la tolérance de l'homosexualité. Bon, il y a eu des hauts et des bas qui correspondaient à la guerre, hein, au fait que l'Union soviétique avait quand même perdu 25 millions d'hommes avec cette différence dans la pyramide des âges pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, j'explique ça dans le livre. Mais comme l'explique dans son dernier livre, Gozzi, dans Why Women Have Better Sex Under Socialism, comment est-ce qu'il s'appelait? Kiri, qui est venu récemment. Kiran. Oui, a fait référence à ce livre en disant que le taux d'orgasme était 2 fois supérieur en RDA qu'en RFA. Bon, ce sont des choses qui sont difficiles à comptabiliser. On demande quand même un peu d'où il sort cette statistique. Exactement. Mais c'est parce qu'il voulait résumer le livre en une page. Ah voilà, c'est le livre, d'accord. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir, si cela est le cas, à quoi ce serait dû. Bon, il semble en effet que la satisfaction sexuelle des femmes était supérieure dans les pays socialistes de ce qu'elle était dans les pays capitalistes pour 2 raisons principales. La première, c'est le manque de stress qui était lié à cette attitude envers le travail, et deuxièmement, à l'indépendance économique des femmes, qui était tellement évidente que j'en ai même pas parlé dans le livre, mais étant donné que les femmes étaient indépendantes économiquement, elles avaient un plus large choix, une plus grande liberté de partenaires. Et très intéressant, dans ce livre, il est cité que
en RDA, les hommes étaient plus attachés au mariage que les femmes. C'est un cas unique au monde, et beaucoup plus qu'en RFA, ce qui est un signe de cette indépendance économique. Donc, en Union soviétique, la famille se caractérisait par sa sérénité. Il y a un énorme contraste avec ce qu'on voit aujourd'hui dans les films russes de grande qualité qui décrivent le désastre de la vie familiale actuelle, de ce qu'on voit dans Faute d'amour ou récemment dans L'idiot de Bykov. Certaines choses n'ont pas changé. Par exemple, le voile au Kazakhstan, bon, d'après un livre qui traite de l'Ouzbékistan en 1951 d'un général Pubert, il fait remarquer que la disparition du voile s'est faite sans interdiction par la force des choses, avec l'intégration donc des femmes à la vie active. Ça, il n'y avait donc pas de voile en Union soviétique. L'écologie. Bon. Et néanmoins beaucoup de musulmanes. Oui, tout à fait. Une très bonne symbiose entre le communisme et la religion musulmane. Mais donc là, je crois qu'il y a eu un livre de Henri Alleg sur ce sujet qui s'appelait Étoile rouge et croissant vert. Bon. Dans les autres domaines, eh bien là, bon, l'Union soviétique n'est jamais critiquée. Hein. Pour la santé, en général, la santé, bon, tout était gratuit, assez performant. La science, évidemment, personne n'ose critiquer l'Union soviétique. Bon, là, j'ai oublié de parler certaines choses, comme le premier brise-glace à propulsion nucléaire, le premier avion commercial hein, avant le Concorde, et plusieurs autres choses. Mais enfin, pour la science, ce qui était le plus intéressant, c'est quand même la philosophie, parce que c'était le pays du monde où tout le monde philosophait. Hein. Même bon, le commun des mortels pouvait très bien, comme ça, se lever en assemblée et faire des commentaires sur l'état du monde, étant donné le rôle que jouait l'Union soviétique en tant que phare du socialisme mondial. Chaque personne pouvait s'exprimer et philosopher sur l'état et l'évolution du monde. Ça, c'était merveilleux. Et puis aussi, il n'y avait pas de compartiment entre les sciences. Hein. Ça, c'était très agréable. On sait qu'en France, par exemple, hein, tout est très compartimenté, surtout à l'université. Là-bas, non, c'était très transversal. Bon, bon, les sports, j'en parle pas là aussi. Non, de façon générale, tout allait donc dans le sens du progrès. Là, tout le monde est d'accord, parmi les ex-soviétiques, qu'au moins on allait quelque part et dans le bon sens. Alors, si vous voulez, étant donné que tout allait mieux dans le meilleur des mondes, on peut se poser la question, en effet, donc, pourquoi l'Union soviétique a chuté? Donc, j'étais obligé de me poser cette question de la chute de l'Union soviétique, si tout allait tellement bien. Et je vois même que Bernard Guetta, hein, bon, Bernard Guetta, considéré comme grand reporter, en général, plus un reporter est grand, en général, plus il est nul. Bernard Guetta, quand interrogé sur l'Union soviétique ou les correspondants, tout ce qu'il a trouvé à dire, c'était que l'Union soviétique n'était vraiment pas terrible. Oui, donc il n'avait pas de critique à formuler. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de s'interroger sur les raisons de la chute. Alors comment est-ce que la chute s'est passée? Moi, la chance et la malchance, puisque ça a mal tourné quand je suis arrivé, évidemment, d'avoir habité l'Union soviétique sous la perestroïka. La perestroïka, bon, je commence à m'interroger là-dessus maintenant, parce que quelle était la raison de la perestroïka? Est-ce que la perestroïka était vraiment nécessaire? Parce que, si vous voulez, c'est vrai que le taux de croissance avait chuté, mais c'était prévu dans le plan. On avait prévu dans le plan de faire chuter la croissance pour améliorer la qualité des produits. Donc, ce n'était pas si dramatique que ça. Il n'y avait pas le feu au lac. D'autant plus bon, qu'elle est repartie ensuite. C'est vrai qu'on a un peu trop freiné la croissance. Ensuite, on l'a fait repartir. Et la première année de la perestroïka de Gorbatchev, ça s'est pas mal passé. Elle remontait à la croissance. Alors, pourquoi est-ce qu'on voulait cette perestroïka? Ben, beaucoup de gens voyaient dans Gorbatchev le successeur d'Andropov, si vous voulez. Donc, on voyait quelqu'un bon, qui pouvait mettre fin à la corruption, qui pouvait éliminer les blocages dans l'économie, et le retour aux idéaux de la révolution, quoi. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un tel engouement. Bon, mais sinon, c'est difficile de voir les vraies raisons de la perestroïka. La perestroïka et l'accélération ou Skyani, c'était des mots qui avaient été lancés à l'origine par Staline. Vous voyez, donc les choses ne sont pas si simples. Alors, la période de la perestroïka, pour les étrangers, c'était merveilleux.
Pourquoi? Parce que, si vous voulez, à la fois dans la littérature, dans la culture en général, dans le cinéma, c'était des réflexions qu'on avait sur l'état actuel du monde, hein, qui faisait un peu le répertoire et l'évaluation, le bilan de ce qu'il y avait de mieux à l'Est et à l'Ouest. Alors, c'est vrai que pour nous, c'était très intéressant, mais pour l'Union soviétique, c'était un désastre. Parce que en Union soviétique, un peu comme aujourd'hui en Corée du Nord, le pays était fondé sur la culture de l'adhésion. Hein, un seul parti, bon, un seul peuple, tout le monde allant vers un même but. Donc à partir du moment où vous avez eu d'autres sons de cloche, des films qui, moi, me semblaient très bien, pouvaient profondément choquer des personnes qui étaient très fidèles à l'Union soviétique. Bon, j'explique ça dans le livre. D'autant plus que bon, la vision politique elle-même prônée par le sommet était très contestable. Hein. Gorbatchev, il avait comme modèle la social-démocratie. Vous voyez, la social-démocratie, aujourd'hui, il n'en reste plus grand-chose. C'est sûr que ça n'allait pas emporter l'adhésion. Oui, donc, évidemment, l'Union soviétique est fondée sur l'adhésion. Les sociétés occidentales, c'est le contraire. Hein, c'est fondé sur le morcellement. C'est-à-dire que la personne qui est élue, c'est la personne, si vous voulez, contre qui il y aura moins de monde, hein, qui a le moins d'adversaires qui est élu. C'était exactement le contraire en Union soviétique. Donc, à partir du moment où Gorbatchev a laissé tomber le marxisme-léninisme, tout s'est cassé la figure du jour au lendemain. Parce que c'était quand même un édifice qui était fondé sur un même projet, donc tout était fini, surtout à partir du moment où il a commencé à jouer contre son propre camp, si on peut dire, et à changer les directeurs des journaux. C'est la bataille de l'information, avec des personnes qui critiquaient systématiquement le Parti communiste, donc les gens ne savaient plus à quel sein se vouer. Donc à partir du moment où on a commencé à dire que tout était bien à l'ouest et tout était nul à l'est, c'est sûr que les choses étaient mal parties. Bon, je vais passer là-dessus. D'autant plus que, si vous voulez, les dés étaient pipés. C'est-à-dire que l'Union soviétique, la presse, c'était tout le contraire de la sensation. Chaque habitant de l'Union soviétique allait avoir un jour dans sa vie sa photo dans un journal. Donc c'était très sympathique. Hein. Tout le monde allait avoir un jour dans la Pravda ou la Pravda locale. Tout le monde y passait parce qu'on partait du vécu des gens. Donc si vous voulez, contre une presse qui imitait la presse à sensation et qui s'intéressait évidemment au vol, au viol et au meurtre, c'est sûr que la concurrence était difficile à tenir pour la presse traditionnelle, d'autant plus que bon, la presse soviétique, vous savez, on dit souvent qu'elle disait tout ce qui était vrai sur l'étranger, mais c'est vrai que pour alimenter cette propension à aller vers un objectif commun, on n'aimait pas trop annoncer les mauvaises nouvelles, on n'aimait pas dire du mal de l'étranger. Enfin, c'est la même chose en France. En France, on présente les entreprises françaises comme un paragon de vertu, alors que vous traversez la Manche et on considère que Carrefour, EDF et Keolis sont les pires employeurs de tout le Royaume-Uni. Bon, donc ça, c'est des choses qui sont très partagées. Alors, la perestroïka dans les nationalités. La nationalité, tout s'était bien passé jusqu'à Gorbatchev. Hein. Les gens vivaient en harmonie, les différentes nationalités. À Alma-Ata, du jour au lendemain, Gorbatchev a remplacé des Kazakhs par des Russes qui n'étaient même pas du Kazakhstan. Et il y a eu ces événements de 1986 où les Kazakhs ont eu tout à fait raison de se révolter. Et donc c'était des événements violents dont l'Union soviétique n'avait pas du tout l'habitude. C'était un peu les mêmes erreurs qu'en Afghanistan. En Afghanistan, c'est une tragédie absolue puisque le régime afghan était pro-soviétique avant que les communistes arrivent. Et oui, donc Andropov s'était opposé à l'intervention en Afghanistan contre Brejnev. Bon. Alors, l'intervention se passait bon, plus ou moins bien, mais ensuite, comme on sait, c'est Gorbatchev qui a pris deux décisions contradictoires. Une, d'envoyer l'armée à fond, et quelques mois plus tard, de retirer tout le monde. Donc, si vous voulez, c'était... On pense, Samir Amin pense que le Gorbatchev voulait se décharger
à la fois de l'Afghanistan, mais aussi de l'Asie centrale, hein, qui songeait déjà à avoir une Russie ou bien une URSS blanche, et bon, qui ne voulait plus des Asiatiques. Alors, comment est-ce que ça s'est déroulé tout ça? Donc, on sent vraiment qu'il y avait une volonté claire d'accélérer les choses, hein, ce qu'on appelle la stratégie du chaos, hein, Naomi Klein, à partir d'une petite clique au niveau supérieur du Parti communiste. Alors, moi, personnellement, je suis contre la théorie qui dit que le Parti communiste, dans son ensemble, était pour un retour au capitalisme, parce que, personnellement, je connaissais beaucoup de communistes et je n'ai jamais vu aucune évidence. Mais donc c'est pour ça que je parle d'une petite clique qui était au niveau supérieur du parti à Moscou, qui a utilisé la stratégie de choc. On voit ça à Tchernobyl. Où Tchernobyl, je rappelle que les survivants de Tchernobyl maintenant disent que la nouvelle série est complètement fausse, qu'elle n'a aucun rapport avec la réalité. Que par exemple les sauveteurs n'ont jamais été envoyés de force, c'était des volontaires, hein, ils l'ont dit eux-mêmes, donc non, s'ils le disent, c'est que c'est vrai. Tchernobyl, il s'est passé des choses très bizarres de la part de Gorbatchev. D'abord le silence, et ensuite l'hystérie, c'est-à-dire de vider la zone tout de suite, alors qu'on avait des remèdes. Hein. Depuis l'exposition d'une centrale nucléaire dans les années 50, les Polonais avaient inventé un remède qui n'a jamais été utilisé, donc il y avait des solutions. Et on a l'impression que pour précipiter les choses, il y a eu cette stratégie de la panique. On voit qu'aujourd'hui à Tchernobyl, les choses ne se passent pas si mal. Maintenant, on en fait des camps de touristes, on en a fait une réserve naturelle. Les choses avaient été très encouragées, avaient été très exagérées. Mais la même chose dans l'économie, c'est qu'on a encouragé donc le délabrement de l'économie pour forcer les changements. Comme le niveau de vie était en baisse, hein, à partir de 1986, les choses ont commencé à manquer dans les magasins, mais encore plus à partir de 1988. Tout ça, c'était une fuite en avant pour accélérer les changements. Et puis le travail de SAP à l'étranger, très important. On sait bien que Gorbatchev a tout fait pour encourager les changements de régime dans les pays de l'Est, hein, pour que la RDA, enfin la Pologne, la RDA, la Hongrie passent dans le camp capitaliste, et à partir de ce moment-là, c'était fini pour l'Union soviétique. Parce qu'évidemment, tous ces pays-là protégeait un peu l'Union soviétique contre l'encerclement capitaliste. À partir du moment où ces pays-là sont tombés, c'était fini pour l'URSS. Donc, si vous voulez, tout a été fait au sommet pour couler l'Union soviétique. Alors, le pire, ça a été évidemment le départ d'Afghanistan, puisque les soldats d'Afghanistan n'ont même pas été remerciés. Personne n'a été là pour les accueillir à leur tour. L'économie, comment ça s'est fait? Ben, c'était 1987, c'était la fin des commandes d'État dans les entreprises, c'est-à-dire que les entreprises privées, qu'on appelait des coopératives évidemment, c'était toujours le discours de Gorbatchev qui essayait de faire passer les améliorations, les changements pour des améliorations du communisme. Donc on a fait passer, on appelait les entreprises capitalistes des coopératives, alors qu'elles étaient toutes sauf ça, puisqu'elles avaient une propriété privée. Okay, par une personne au sommet, qui avait des employés. Et bien à partir de 1987, les entreprises privées pouvaient acheter aux entreprises d'État et revendre comme bon leur semblait. Donc à partir de ce moment-là, tout était fini. Pourquoi? D'abord parce qu'il n'y avait plus rien dans les magasins, puisque les entreprises d'État n'avaient plus rien à vendre, puisque tout était racheté par les privés. Et deuxièmement, tout était hors de prix, puisque ces entreprises privées achetaient à l'État au prix faible, c'était au prix coûtant, et revendaient à des prix astronomiques. Ça a eu des résultats désastreux sur la production, puisque les entreprises ont commencé à vendre seulement ce qui était profitable, rentable, et pas les produits de première nécessité. Quelqu'un a bien dû réfléchir, hein, à ces choses quand même. Ça a l'air d'avoir été voulu pour changer complètement le système. Alors, on peut se poser la question du manque de réaction du peuple, mais comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous voulez que le peuple fasse contre ça? Le peuple avait toujours suivi le Parti communiste, hein, j'en reparlerai tout à l'heure, était favorable à 99,9%. Évidemment, ça amusait beaucoup les médias occidentaux, ces résultats aux élections, mais bon, c'était vrai. Les gens étaient très, à la différence de ce qu'on voit dans les
autres pays socialistes, j'en parlerai tout à l'heure, une grosse différence avec l'URSS. Alors, qu'est-ce qu'aurait pu faire le peuple? C'était pas possible, si vous voulez, de créer un autre parti communiste qui se soulève contre le parti communiste. C'était pas possible. D'autant plus que, bon, Gorbatchev et son équipe avaient fait croire aux gens que les soviétiques pouvaient conserver leurs avantages, sécurité de travail et tout, évidemment, une vie confortable sans stress, avec ce qu'ils présentaient comme les avantages de l'Occident, c'est-à-dire accès à certains biens de consommation. Alors, c'est vrai que certaines personnes disent qu'il y avait une strate en Union soviétique qui lorgnait l'Occident. Oui, alors bon, c'était des personnes qui avaient travaillé à l'étranger, qui profitaient un peu du mode de vie occidental. Enfin, personnellement, je n'y crois pas, parce que ces personnes vivaient très bien. Alors, je ne vois pas quels intérêts elles auraient eu à changer de système. Je crois vraiment que c'était une décision politique d'une petite clique au sommet. Donc, étant donné que le peuple était passablement perdu et n'avait pas la base d'un parti communiste pour s'opposer au parti communiste qui était au pouvoir, il aurait fallu que ce soit le parti communiste lui-même qui se révolte contre Gorbatchev. Et maintenant, la plupart des auteurs qui ont écrit sur la question se sont mis d'accord sur, si vous voulez, un schéma d'ensemble que je vais décrire maintenant. 60% des soviétiques aujourd'hui considèrent qu'il s'agit d'un accident. Bon, quelque chose qui n'aurait pas dû arriver, le fait que des personnes... L'accident, c'est évidemment le fait que Gorbatchev se soit retrouvé au pouvoir et que personne n'ait pu le faire en descendre du pouvoir. Alors, j'ai retenu 5 auteurs, si vous voulez, qui ont écrit sur la question. Holtz, Hans-Heinz Holtz, Zinoviev, toujours le même, Azad et Kerry Keenan. Ils sont tous d'accord que c'est un accident. Les personnes qui ne sont pas d'accord sur l'accident, il y a Zizek, Slavoj Zizek, pour lui le projet communiste était vicié dès le départ, sous Lénine. C'est un peu comme Badiou, c'est la position de Badiou, c'est les communistes anti-soviétiques qui ont beaucoup de succès parce qu'ils parlent seulement du communisme au niveau idéal. Mais ils sont aussi bien contre Chavez aujourd'hui que contre, c'est-à-dire contre toutes les expériences de transformation, que contre l'Union soviétique. Et vous avez la position intermédiaire de Samir Amin, le regretté Samir Amin, qui lui, étant maoïste, il parle toujours du capitalisme d'État. Donc il parle d'erreurs inévitables. Donc si vous voulez, si des erreurs inévitables il y a, il ne s'agit pas d'un accident. Donc ces erreurs inévitables, c'est la collectivisation de l'agriculture, mais en France et en Occident à l'époque, on était aussi pour des grands conglomérats dans l'agriculture, et l'autoritarisme. Bon, je me suis intéressé donc aux 4 auteurs qui défendent la thèse de l'accident, 5 avec Moshe Lewin. Si vous voulez, l'Union soviétique n'avait jamais été aussi forte que, aussi bien économiquement que militairement, qu'au moment de l'écroulement. Donc on ne peut pas parler non plus de la pression étrangère, celle-ci avait toujours existé. Donc il s'agit vraiment d'un complot à partir de l'intérieur, dont on a parlé. Alors comment est-ce que les choses se sont passées? Eh bien, il y a eu 3 erreurs systémiques qui ont été faites. Ce n'étaient pas des erreurs à l'origine, c'était des choses qui, dans leur contexte historique donné, étaient tout à fait indiquées. La première chose, c'était sous Staline le recul du rôle du parti. C'est-à-dire que le parti, qui avait d'abord dû faire face à l'agression, d'abord à l'ennemi intérieur, avec la guerre civile, ensuite à l'agression extérieure, et ensuite à la montée du fascisme. Si vous voulez, à l'époque, il fallait défendre l'Union soviétique et les questions idéologiques et même politiques
était moins importante, avait été reléguée. Donc c'est pour ça que le parti était devenu un peu la courroie de transmission de l'État et un organe administratif, j'ai oublié, l'état d'arriération de l'économie. Évidemment, il fallait un État fort. Donc pour cela, si vous voulez, le parti a perdu son importance par rapport à l'État. Donc, Staline avant sa mort et Andropov aussi avant sa mort, puisqu'il est mort après 2 ans d'exercice au pouvoir. Comme on sait, il a été pas tué, mais il a été tiré donc par quelqu'un de la famille Brejnev, hein, c'était sa voisine de palier, à cause de sa lutte contre la corruption. Eh bien, il avait pensé aussi à rehausser le rôle du parti, mais il n'a pas eu le temps de faire grand-chose. C'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord avec des auteurs comme Kieran Keeney qui parlent, si vous voulez, de l'importance de la corruption en Union soviétique. La corruption en Union soviétique, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était la chose la mieux partagée du monde. Elle existait à tous les étages et personnellement, moi, je n'ai jamais dû payer de pot de vin ou quoi que ce soit en Union soviétique. J'ai pas l'impression que c'était un si gros problème que ça. Je pense que c'est un épiphénomène qui venait justement de ce problème du changement dans le rôle du parti. C'était un effet collatéral des problèmes structuraux. Oui. Donc ça, c'est la première chose, le recul du rôle du parti. La deuxième chose, parce qu'on aurait pu donc rétablir le rôle du parti sous Khrouchtchev. C'est ce que Khrouchtchev a fait. C'est-à-dire que le parti est superposé à l'État, et dans tous les ministères, il y avait une cellule du parti qui appliquait, si vous voulez, la nouvelle politique de Khrouchtchev, qui était de changer tous les anciens staliniens. Mais le problème, c'est, étant donné qu'il y avait un recul de la démocratie dans le parti, ça n'a eu aucun effet à la base. Alors cette fois-ci, dès le début, sous Lénine, c'est sûr qu'il fallait un parti qui était sécurisé, blindé, sous le tsarisme, hein, pour pouvoir empêcher l'infiltration par la politique tsariste. Mais encore une fois, par la suite, alors évidemment Staline est tombé pendant la montée du fascisme, ensuite avec la Deuxième Guerre mondiale, ensuite avec la guerre froide. Bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est sous Khrouchtchev que ces choses auraient dû être faites, ce qui n'a pas été le cas. Et c'est ainsi que, étant donné qu'il n'y avait pas de démocratie dans le parti, qu'il a été impossible de redresser la barre contre l'ascension résistible de Gorbatchev. Andropov, c'était très intéressant, il avait prévu, juste avant son décès, de relancer les courants dans le parti, vous voyez, dans une période plus apaisée de l'histoire du monde. Là, c'était possible, il voulait relancer même les fractions, les plateformes, les courants dans le parti. Mais il est mort après 2 ans. La troisième raison, qui finalement va avec les 2 autres, c'est le recul du débat théorique dans le parti. Donc, pas de démocratie dans le parti, ça veut dire qu'on ne pouvait pas changer le sommet. Le recul du débat théorique dans le parti, cette tendance dénoncée par Lukács, à la dogmatisation de la parole du chef. C'est pas la faute des chefs, hein, c'était les plus grands défenseurs du système qui les portaient en apothéose. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui certaines des personnes qui verbalement étaient les plus grands défenseurs du parti soviétique, du parti de l'Union soviétique, qui maintenant sont les plus grands critiques, parce que c'était des personnes qui parlaient bien, si vous voulez, qui sont passées de l'autre côté. Inversement, on voit certains dissidents qui étaient passés à l'Ouest, comme Andrei Sinyavski, qui, une fois passé à l'Ouest, comme Zinoviev, est devenu membre du Parti communiste. Ils sont à la fois rendus compte de son erreur, et souvent, certains des plus grands critiques de l'Union soviétique sont ensuite devenus ses plus grands défenseurs. Donc, c'était
perfectionniste. Alors, quelle a été la conséquence du recul du débat théorique? Eh bien, des orientations idéologiques, hein, par exemple ce livre de Gratchev, mais tout ça avait commencé bien avant Gorbatchev, sous Khrouchtchev, avec ses bêtises, hein, quand il disait qu'on était à 2 pas du communisme, alors qu'il y avait encore des queues dans les rues. Bon, quand il disait que la révolution était imminente à l'Ouest, bon, quand il disait que l'Union soviétique allait dépasser les USA sur le plan des biens de consommation, c'était ridicule, c'était remettre en cause la société communiste elle-même. Et puis, si vous voulez, avec son idée de l'état du peuple tout entier, alors à partir du moment où c'était le parti du peuple tout entier, et plus seulement l'avant-garde, à ce moment-là, sous Khrouchtchev, on a fait rentrer au parti n'importe qui, c'est-à-dire des personnes qui n'étaient plus des prolétaires à tous les niveaux de la société. Donc on a fait croire que la société, c'était une société sans classe. C'est vrai qu'on peut appeler ça des classes qu'il y avait dans l'Union soviétique, ou des ordres, ou des couches, mais tout le monde n'était pas logé à la même étoile. Donc à partir du moment où Khrouchtchev a fait rentrer tous ces cadres, c'en était fini du projet d'une société sans classe. On était loin du compte. Bon, donc, si vous voulez, pour résumer tout cela, la chute de l'Union soviétique, c'est le recul du rôle du parti, a entraîné un manque de débat, une dépolitisation. Le manque de débat théorique a permis à une clique pro-capitaliste d'entrer au parti. Petite, hein, moi je n'en ai jamais rencontré personnellement. Et le manque de démocratie dans le parti lui a permis d'y rester au sommet, c'est-à-dire que ça n'a pas été possible de dégommer Gorbatchev. Donc c'est une combinaison de 3 phénomènes qui, pris historiquement isolément, n'étaient pas rédhibitoires et qui même, à l'époque, étaient plutôt bien vus, mais qui, malheureusement, n'ayant pas été rectifiés, ont donné ce mélange explosif, même si bon, quelqu'un de la trempe d'Andropov aurait pu faire changer les choses. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur les pistes pour essayer d'améliorer les choses? Alors, je n'ai pas parlé de la vie politique elle-même. 99,99% des gens étaient favorables à l'Union soviétique d'après mon expérience. C'est vrai, je n'étais pas à Moscou, j'étais à Almaty. C'est une grosse différence avec les autres pays socialistes. Les autres pays socialistes n'avaient pas été créés sur la base d'une révolution. Alors, c'est pour ça que j'ai aussi habité en Bulgarie et en Macédoine. C'était 50-50. Hein, dans les pays socialistes, en général, il y avait 50% de gens pour, ce qui est bien, hein, c'est mieux qu'ici, et 50% de gens contre, mais en général, les gens s'accommodaient assez bien du système. Ce n'est pas comme en Union soviétique, où les communistes étaient, comme je l'ai dit, admirés, révérés. Ce n'était pas le cas même en Bulgarie. La vie politique, bon, le système était parfait, c'est-à-dire du point de vue du travail, par exemple. Vous aviez le triangle, le patron, le secrétaire du Parti communiste et le secrétaire du syndicat. Donc quand on n'était pas content, on allait voir, si vous voulez, l'un des 3. Et on pouvait jouer les uns contre les autres. Donc, tout ça était considéré comme un grand avantage. En général, les gens aimaient beaucoup leurs dirigeants. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce nouveau livre là, du Parti communiste de Guillaume Roubaud-Kouachi qui critique les vieillards ventripotents bon, qui étaient à la tête de l'Union soviétique. Non, en général, les soviétiques aimaient beaucoup avoir des vieillards ventripotents parce qu'ils étaient comme eux, si vous voulez. Donc les gens étaient très contents d'avoir des personnes à leur image. Alors, ces problèmes du parti, comment les éviter dans l'avenir? Donc, je lance plusieurs pistes dans mon livre, avec bon, le problème de la transition du parti après la prise du pouvoir. Alors, toutes les révolutions ont eu des crises. Des fois, les crises ont des effets bénéfiques, à condition de savoir les surmonter. Le contrôle du parti par le peuple. Bon, on a toujours dit qu'il fallait que le parti soit contrôlé par le peuple, c'est l'éternel problème. Peut-être un système plus participatif aurait été bon comme à Cuba, bon avec les comités
de quartier. En URSS, c'était pareil. Il y avait tout le temps des réunions, tout le monde parlait, mais évidemment, après ce que les responsables faisaient, c'était pas toujours ce qu'on voulait. Peut-être que un problème, ça aurait été qu'il aurait fallu un parti avec des responsables proposés, élus et révoqués par la base. Oui, il aurait peut-être fallu retourner, vous voyez, au parti de masse, c'est-à-dire que le parti était quand même, les membres du parti étaient cooptés. Ça, c'était peut-être une erreur. Il y aurait peut-être, alors ça c'est très bien, bon, les partis cooptés dans lesquels, pendant les crises internationales, pendant les guerres, bon, l'encerclement extérieur, la guerre civile, mais sinon, peut-être qu'il aurait fallu retourner à un parti de masse, hein, c'est ce que entrevoyait Staline avant sa mort, sur une base plus bénévole, hein. C'était la différence avec Khrouchtchev. Khrouchtchev a augmenté les salaires des membres du parti communiste, bon, qui étaient dans l'appareil, évidemment. Hein, ceux-là étaient salariés. Staline était contre. Ces choses ont été promises sous la perestroïka, hein, ces changements. Gorbatchev en a parlé, hein, d'où sa popularité, mais ça n'a jamais été mis en œuvre. Pourquoi ça n'a jamais été mis en œuvre? Parce que Gorbatchev avait peur ensuite d'être mis en minorité. Vous voyez, si il émergeait de nouveaux communistes. Ces derniers temps, enfin les derniers temps de sa vie, Samir Amin proposait la fin du parti unique. Et il était pour la propriété privée agricole. C'est peut-être des pistes aussi. Bon, maintenant je parle un peu d'économie, des choses comme l'économie solidaire et sociale, mais enfin, pour l'agriculture extensive, je ne vois pas tellement comment ça pourrait marcher, mais c'est vrai que ce sont des pistes intéressantes. Alors, le parti unique, il voulait avoir une économie partiellement privée, Samir Amin, avec des partis favorables à la collectivisation. Alors, le problème, c'est que dans l'histoire du monde, chaque fois qu'il y a eu des élections avec que des partis de gauche, pour des raisons mathématiques, c'est toujours le parti le plus à droite qui l'emporte, parce que les électeurs conservateurs voteront toujours pour le parti le plus à droite. Donc c'est pour ça que, bon, Samir Amin, maintenant on ne pourra plus lui en parler, mais ça m'a l'air un peu difficile donc comme solution. Enfin, quoi qu'il en soit, le socialisme de demain sera différent de l'Union soviétique. Certaines personnes disent que l'URSS aurait pu faire beaucoup mieux. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il aurait pu faire bien pire. L'Union soviétique a transformé en fond la situation internationale, la société et la vie tout court, aussi bien par son symbole que par ses réalisations pratiques. Il faut toujours se rappeler, comme on sait, que Marx n'avait pas prévu que la première révolution se déroulerait dans un pays qui était totalement arriéré. Hans-Heinz Holz et Moshe Lewin y décrivent l'URSS comme un désordre indescriptible de ruraux au moment de la révolution. Tous ces ruraux, 27 millions en 10 ans, qui sont venus dans les villes pour gonfler les rangs de l'industrie et de l'administration, ce qui nécessitait, comme le dit Max Weber, il fallait dans ces cas-là un centre très directif. Donc tout cela explique la centralisation et la direction forte du parti. Mais tout cela ne veut pas dire que dans le futur ce sera la même chose, évidemment. Alors, tout évidemment n'est pas acheté dans l'Union soviétique, il y aura toujours les erreurs pour la première expérience socialiste sont tout à fait compréhensibles, mais dans des choses en Union soviétique comme l'harmonie entre le travail et les loisirs, l'importance du travail social non rémunéré, bon j'en parle beaucoup, les communistes devaient faire du travail social, il n'y avait pas d'assistance sociale évidemment en Union soviétique, et le tout public, dont j'ai parlé, le fait que l'espace public était si important, l'Union soviétique a beaucoup de choses à nous apprendre. Et puis le fait d'avoir un avantage d'un système qui était quand même basé sur la vertu, c'est-à-dire que certaines personnes jouaient le jeu, d'autres non, mais pas sur le profit. Peut-être que dans un climat plus apaisé et à partir d'un niveau de vie supérieur dans les sociétés développées actuelles,
peut-être que les choses se présenteront différemment, avec des solutions différentes. C'est pour ça qu'il est intéressant aujourd'hui. À l'époque, il était malvenu de critiquer l'URSS, mais aujourd'hui, c'est important de se poser la question, les questions que j'ai entrevues tout à l'heure, des pistes aussi bien économiques que politiques, pour voir ce qu'il faudrait faire la prochaine fois. Alors, dernière chose pour finir, ce dont je n'ai pas parlé dans le livre, c'est les autres solutions qui ont été apportées à l'échelon mondial, la Chine, Cuba et Vietnam. C'est surtout la Chine qui nous intéresse. Pourquoi? Bon, parce que Cuba, évidemment, Cuba, il accumule les plus. C'est à la fois, c'est toujours socialiste, toujours impérialiste, et en plus une force de progrès. Dans le sens que Cuba aide la France, puisque Cuba va envoyer des médecins en Guadeloupe pour sauver la France et les urgences. Je signale que l'essentiel des médecins dans le secteur hospitalier, des chirurgiens, depuis très longtemps, à la Martinique, à la Guadeloupe, sont cubains. Ça fait à peu près 25 ans que ça dure. C'est très bien. Je peux en parler en connaissance de cause. Bon, Vietnam. Vietnam, alors, toujours socialisme, enfin pour combien de temps ils essayent un peu d'imiter les Chinois. Ils ne sont plus anti-impérialistes, maintenant ils invitent la flotte américaine à se ravitailler. Alors, ce qui nous intéresse le plus, c'est la Chine. La Chine n'est pas comparable à l'Union soviétique, étant donné ses réserves démographiques, aucun rapport. En Union soviétique, il n'y avait pas assez de monde pour travailler. En Chine, plutôt trop. C'est pour ça que la Chine a le loisir de venir aider des pays africains, par exemple, avec un développement mutuel intéressant. Aussi, ce qui s'est passé en Chine, toutes ces personnes déracinées des campagnes, c'est pas quelque chose qui aurait pu avoir lieu dans l'Union soviétique développée des années 70. Alors les choses se présentaient différemment, bon, c'est sûr. La Chine opère de façon intéressante, c'est-à-dire dans l'économie, ils expérimentent avant de passer d'un extrême à l'autre, pour voir un peu ce qui marche. Alors, on sait que la Chine s'est intégrée au capitalisme international avec succès, même trop de succès, comme on sait. Donc c'est quand même difficile de comparer les deux pays. Enfin, je sais qu'il y a un laboratoire en Chine qui travaille sur les raisons de la chute de l'Union soviétique. C'est intéressant de voir un peu ce que la Chine propose. Donc, si vous voulez, étant donné peut-être que dans un climat apaisé, à partir d'un niveau supérieur de développement, comme celui atteint par la Chine aujourd'hui, peut-être que les choses se présenteraient différemment. Et c'est pour cela que le dernier livre sur l'Union soviétique qui vient de sortir ne s'appelle pas La fin, le début de la fin, mais la fin du début. Donc je finirai sur cette note. L'Union soviétique a été une expérience, la première expérience de transformation socialiste du monde, mais le meilleur est encore à venir. Bravo. Merci. Bon. Je ne sais pas si Émeric veut faire un commentaire ou s'il y a déjà des questions. Je peux peut-être, j'avais annoncé que j'aurais 5 minutes de retard, effectivement, parce que à l'avance, j'ai des obligations familiales qui m'empêchaient d'être à l'heure. Mais effectivement, ce que j'aurais voulu dire au tout début, si j'en avais eu la possibilité, mais ça a été renforcé par l'exposé de Jean-Paul Baptiste. Notamment quand il évoquait la question de Zinoviev, d'Alexandre Zinoviev, cet aller-retour permanent qu'il fait entre Est et Ouest. Et moi, ce qui m'a le plus intéressé dans son livre, c'est qu'effectivement, il est professeur d'anglais, il connaît très bien l'Occident, mais aussi vécu là-bas en URSS, mais pas simplement, il ne connaît pas simplement la Russie, il connaît aussi les Alma-Ata, c'est-à-dire le Kazakhstan, et puis il connaît aussi d'autres pays, pour comparer, d'autres pays socialistes comme la Bulgarie. C'est-à-dire qu'il connaît toujours un certain nombre de contrastes. Et en même temps, c'est un livre de témoignage, mais en même temps, comme vous l'avez vu, qui
qui est très étayé par tout un certain nombre de lectures sur l'histoire de l'URSS, qui n'a cessé, parce que je le connaissais bien avant le projet de ce livre, enfin pas bien avant, mais en tout cas je voyais qu'il était hanté par ce genre de problème. J'avais vu il travaillait dans la revue Étincelle, et puis effectivement à l'université aussi française. Et c'est vrai que ce va-et-vient permanent est une chance dialectique, parce qu'il permet en fait d'avoir une opposition contrastée, disons, entre différents points de vue. D'ailleurs, une chose j'y pense, qui m'a frappé, c'est le fait que tu évoquais, par exemple, de ton point de vue à Alma-Ata, au Kazakhstan. Tu disais que quelque chose qui pour moi semble une évidence, tellement c'est martelé dans les médias, à propos d'un soi-disant soviétologue. Je parlais d'Emmanuel Todd, qui avait prévu au début des années 70 la chute de l'Union soviétique à partir de remontées de taux de mortalité infantile au début des années 70. En fait, ça ne faisait qu'acter le fait que, bon, c'est un renégat, hein, puisqu'il avait quitté le Parti communiste pour se faire une carrière médiatique. Et en fait, cette taux de remontée s'expliquait en grande partie par, tu le montres dans ton livre, par la prise en compte des chiffres de l'Asie centrale. Qui était pas... Bon, et qui effectivement... donc ça remet un petit peu les choses en jeu, d'une certaine manière. Et c'est vrai que ce que tu disais aussi sur la question de la censure, en évoquant par exemple ce va-et-vient de Zinoviev et des dissidents, ce qu'il faut savoir, c'est que Zinoviev, à partir du moment où il s'est retourné, ça je l'ai appris grâce à toi, à partir du moment où il s'est retourné contre l'Occident, en disant finalement, sans changer son diagnostic finalement sur ce qu'était l'Homo soviéticus, mais en disant simplement, finalement, par rapport à ce que j'ai découvert en Occident, finalement ça tenait la route. Et là, il n'a pas pu être publié en français, et le livre est toujours sous presse, d'après ce que j'ai compris. Hein. Oui, oui. Donc voilà encore un autre... Le livre n'a jamais paru. Le livre où Zinoviev... C'est paru en anglais, mais en français, non. C'est l'homme de l'Occident. C'est paru en italien et pas en français. Donc c'est Plon qui a les droits à la traduction, mais ils n'ont jamais imprimé le livre. C'est une critique de l'Occident. Oh non, ça fait 10 ans, ça fait 30 ans. Non, ils l'ont pas encore. Ah oui, ça fait 30 ans quand même. Je crois qu'il avait quand même dit une chose en disant que quand j'étais jeune, à 16 ans, je voulais assassiner Staline, et à 50 ou 60 ans, je me rends compte que c'était l'homme du siècle. Bon, effectivement, c'est ça. C'est fini pour l'édition française. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand même, on a quand même un taux de censure qui est quand même très fort dans notre pays sur cette question. Une autre chose à laquelle j'ai pensé, effectivement, ces fameux taux de croissance dont tu parlais à la pérestroïka qui commençait à baisser, l'argument d'Occident, c'était de dire c'est insoutenable, en gros, l'URSS va dans le mur. Mais actuellement, aujourd'hui, la Russie a des taux de croissance très bas qui sont à peu près comparables, et personne ne dit que ça va se casser la figure, simplement parce qu'il y avait un ralentissement global aussi. Alors, moi, ce que j'ai particulièrement apprécié dans ton résumé sur les causes de la chute de l'Union soviétique, c'est que tu t'intéresses particulièrement aussi à des choses dont on ne tient pas suffisamment compte, parce que on prend sa part de chute à la jambe, c'est le marxisme-léninisme, des questions sur comment s'organise le parti. Et c'est effectivement très sérieux. Et c'est la manière même aussi dont le parti est organisé, puisque la société s'organisait a priori autour du parti et de sa façon de fonctionner. Et dans ce que tu disais sur les petites erreurs de Staline, sur le recul du rôle du parti, il y a aussi quelque chose qui est très frappant, qui est quand même quelque chose dont on a beaucoup manqué, c'est le Comintern. C'est la dissolution du Comintern en 1943. C'est-à-dire que Staline, péchant un peu par optimisme, dissout le parti au nom du front. Parce que c'est ça, au point de vue mondial, c'était dissoudre le parti au nom du front. C'était bien, la création front-parti, ça fait partie de tradition léniniste, hein. Mais là, effectivement, il y a une sorte d'optimisme beaucoup trop fort. Et c'est vrai qu'on comprend bien, c'est assez fin quand tu dis Ouskarienier, accélération, c'était le vocabulaire stalinien. Il y a des gens qui ont été trompés au début de l'ère Gorbatchev en pensant qu'on repartait dans un certain volontarisme. Mais parce qu'en même temps, ces questions, effectivement, de l'organisation du parti sont tout à fait centrales. Et tu fais un petit peu justice, parce que j'ai toujours essayé de défendre le livre que j'avais publié de Karen Etcheny, qui a beaucoup de mérite, mais beaucoup de gens me disaient, mais non, la cause de la chute de l'Union soviétique, c'est d'abord l'encerclement.
Alors que le livre, volontairement, ne s'intéressait qu'aux causes internes. Il le disait. Personne n'a jamais nié le fait que le monde capitaliste voulait la fin de l'URSS. Mais cet argument, ce que tu dis, c'est que l'URSS s'est défendu dans des conditions nettement pires, effectivement. Donc, effectivement, il faut aussi s'intéresser à ces conditions. La force de pensée dialectique, c'est aussi s'intéresser aux conditions internes autant qu'externes. Et surtout que là, ça joue clairement. Mais comme tu dis, on ne s'intéresse pas suffisamment aux conditions d'organisation du parti. Et je trouve que ça, c'est vraiment un des grands mérites de ton approche. Et voilà. Et effectivement, non, par contre, effectivement, voilà ma question. Si là, je te trouve un petit peu optimiste quand tu dis que sous Andropov, le côté que Sansfleur rivalise, enfin, l'autorisation des fractions, ça aurait pu améliorer les choses. Est-ce que c'est pas insuffler un peu de menchevisme dans la manière bolchevique? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu renforcer l'esprit léniniste du parti? Plutôt ce côté un peu avant-gardiste pour vraiment maintenir un fer de lance, parce que ce qu'il faut savoir aussi, ce que les gens n'ont pas forcément en cause, c'est que c'était dur d'être communiste, c'était exigeant. Il y avait un véritable contrôle, y compris, comme tu dis, c'est basé sur la vertu, peut-être au sens même robespierrien du terme, mais c'était... est-ce qu'il aurait fallu renforcer cet aspect avant-gardiste, mais aussi dans l'esprit léniniste, c'est-à-dire quand même interdire ce flou menchevique dans l'organisation même du parti? Est-ce que c'est pas plutôt de ça Je pense qu'il essayait surtout de renforcer les positions léninistes dans le parti. Donc c'était peut-être ça, les fractions, les courants dont il parlait. Mais je pense qu'il essayait surtout d'encourager la vie politique dans le parti, le débat politique. Alors ça m'étonnerait que ce soit des courants et des fractions radicales. Bon, c'était pas tellement le style d'Andropov, mais au moins encourager la discussion. Tout à fait. Le retour au socialisme démocratique, parce que ce que les gens oublient, c'est que le socialisme démocratique, ça veut dire libre discussion jusqu'au moment où la décision est prise et qui s'applique à tous. Voilà, que la discussion soit démocratique pour en tirer ensuite un centralisme dans les décisions et les applications. Je pense. Une question. Il y a une chose qu'il faut quand même montrer, qu'à l'époque, l'Union soviétique, elle était entourée. Et l'Union soviétique, il faisait la balance à tout l'Occident. On parle toujours, c'est-à-dire dans ces conditions, il a fallu, comment dire, premièrement, de survivre. C'est certainement, je pense, c'est après le Staline qu'il y avait beaucoup plus de fautes que jusqu'à lui qui a fait. Bon, que Andropov, j'ai eu une, comment dirais-je, occasion de parler avec un réfugié politique yougoslave qui était à Moscou, et il m'a dit à l'époque, en 1964, que c'était le seul communiste dans le Politburo. Andropov. C'est le seul. Je vous dis ce qu'on m'a dit. C'est-à-dire, il y a aussi, je pense, Khrouchtchev, il a miné la base et il a tourné, donc, au lieu de dire la vérité, comme c'était avant. Et de l'autre côté, j'avais aussi un dissident, comment dirais-je, un réfugié politique yougoslave qui était à Kiev et qui a, comment dirais-je, terminé l'université là-bas. Il a enseigné l'économie à Kiev. Je l'ai vu en 1973 à Paris. Il m'a dit, on est encore sur l'inertie de l'époque de Staline, que l'économie et tout ça marche. Et que ça se ralentit tout doucement parce qu'il n'y a pas l'initiative, il n'y a... Oui, mais justement, le fait qu'Andropov ait été élu, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Samir Amin et Kotzver. Kotzver, c'est la Bible en Amérique dans les universités. Bon, ce sont des politologues, historiens, économistes de gauche, qui disent que donc le Parti communiste voulait retourner au capitalisme. Mais non, s'ils ont élu Andropov, c'est pas possible. Quand même, Andropov a été élu quand même par le Soviet suprême. Oui, puis, ce que tu dis sur Andropov, ce qu'on vient de dire sur Andropov, le livre de Kéran disait la même chose. Hein. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Autant le jugement est mitigé, pour ne pas dire extrêmement critique sur la plupart des autres dirigeants, c'est pas le cas sur Andropov, et sa volonté de traiter la question d'un point de vue d'abord politique,
Tout à Je crois fait. que tout le monde est assez unanime là-dessus. Le retour à la politique. Donc c'est peut-être... alors on peut se poser des questions sur la brièveté de Oui, son mandat. c'est ce que je dis mais dans le livre, c'est qu'en URSS, tout le monde parlait de politique, sauf les communistes. C'était quand même bizarre. Alors, non, je ne parle pas des communistes de la base, mais les communistes de l'appareil. L'appareil. De l'appareil, hein, c'est différent, il y a une grosse différence entre les deux. Oui. Ouais. Moi, j'ai connu un peu superficiellement la réalité de l'époque 74-76, donc la période brejnevienne. Ah, et, pas parler de Brejnev. Et donc vous avez évoqué les phénomènes de corruption. Et ce qui me semblait assez clair, c'est qu'il y avait des contradictions dans la société soviétique. Et sans doute, le fait d'avoir un parti unique incorporait en son intérieur toutes ces contradictions. Ce qui fait qu'ensuite, si on ne laisse pas apparaître les contradictions au jour, et que ça se réglait en coulisses, effectivement, donc on arrive à la situation où on parle d'Andropov qui veut laisser ces contradictions apparaître pour ouvrir une discussion politique, qui est sûrement une proposition intéressante. Mais disons, la réalité que j'ai vue n'était pas aussi parfaite que vous avez voulu le vertueuse. Et vertueuse. Vous voyez par exemple que dans des pays d'Asie centrale, il était clair qu'entre les citoyens de base et les membres du parti, c'était pas tout à fait la même catégorie. Et oui, tout à fait. Et moi, que les komsomols, déjà au sein de la jeunesse, les komsomols, c'était déjà une forme d'élite. Il y avait déjà une sélection en quelque sorte. Ah non, mais tout le monde y était au komsomol, hein. Tout le monde. Ah non, non. Ah si. Bah, le matin, tout le monde était au komsomol, hein. Absolument. Enfin, moi, de ce que j'ai vu, tout le monde n'était pas au komsomol. Et pourtant, j'étais dans des camps d'amitié des jeunes Français avec le komsomol. C'est-à-dire, tout le monde pouvait y rentrer, alors sauf si on avait des très mauvaises notes, mais enfin ça c'était plutôt les pionniers, c'était sur une base volontaire, hein, les komsomols. Donc peut-être qu'il y avait certaines activités des komsomols qui étaient réservées à certains, mais sinon tout le monde y était. Mais ça renforce ce que vous avez dit sur la réalité du fait que la pratique ou l'adhésion communiste était plus presque du conformisme pour s'intégrer à des structures d'État que véritablement un engagement de conviction. Oui, c'est bien ça que je rappelle le problème de la vertu, c'est-à-dire qu'un système comme le système soviétique ne peut marcher que parfaitement si les gens jouent le jeu, mais il y avait certaines personnes, les beaux parleurs, qui en profitaient, c'est certain. Puisqu'ensuite, ceux qui ont pris le pouvoir étaient quand même des Russes, ce ne sont pas des gens qui sont arrivés de l'extérieur. Tout à fait, oui. Alors, oui, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé de Brejnev. Alors, d'abord, oui, pour monsieur, c'est vrai, je ne me suis pas intéressé à ces questions internationales parce que tout est déjà écrit. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis intéressé à la vie quotidienne et, par exemple, à l'évolution de la perestroïka d'un jour à l'autre. Bon, mais, donc, j'ai décrit l'évolution de la perestroïka. Au moment de la chute, j'étais pas là, j'étais en Bulgarie. Mais en Bulgarie, il s'est passé des choses plus calmes. Il n'y a pas eu la violence, il n'y a pas eu la destruction du Parlement comme à Moscou. Mais sinon, les choses se sont passées d'une façon similaire et puis on était très bien informés sur l'URSS. Donc, je pense que c'est assez intéressant. Alors, Brejnev, oui. Alors, bon, Brejnev, c'est sûr que c'était une réaction par rapport aux excès de Khrouchtchev qui étaient venus avant. Mais enfin, on appelle ça la période de la stagnation. Je peux vous raconter une histoire. J'ai une amie anglaise, je vous ai dit tout à l'heure que les Anglais, oui, ils étaient très polis. Donc, c'est elle qui fait les annonces à Eurostar. Et elle dirige à Paris, enfin, elle dirigeait à l'époque une revue de poésie. Et pour rire, une année, elle a donné le grand prix de la poésie à un poème de Brejnev. Mais c'était pour rire. Et l'ambassade soviétique n'a pas compris. Ils ont cru que c'était vraiment pour les mérites de Brejnev. Donc elle a été invitée à l'ambassade et c'est elle qui a été la plus embarrassée. Elle était anglaise, elle était très polie. Donc elle a dû faire une critique positive du poème de Brejnev. Et tout ça se décrit un peu
l'atmosphère, c'est vrai, de flagornerie qu'il y avait autour de Brejnev à l'époque. C'est pour ça qu'il y a eu cette grande contre-culture. Parce que j'ai pas dit, c'est que ces gens de la contre-culture, ils ont rappliqué sous Andropov. Hein, ils ont réintégré, enfin ceux que je connais, hein, c'est des moscovites, ils ont réintégré la société sous Andropov après l'avoir quitté. On les appelait les émigrés de l'intérieur. Sous Brejnev en réaction à ce qu'ils appelaient le crétinisme intellectuel, enfin culturel de la période Brejnev. Pourtant, il y a beaucoup sont nostalgiques. Beaucoup, parce que économiquement, Brejnev, c'était oui. formidable. Économiquement, il y a vraiment eu un mieux-être. Mais on pense maintenant que pour la première fois dans l'Union soviétique, bon, c'est ce que Moshe Lewin dit, qu'on a un peu gaspillé les ressources de la nation pour augmenter le niveau de vie. Hein, après les excès qu'il y avait eu sur Khrouchtchev, c'est vrai que Khrouchtchev avait inventé là, les Khrouchtchevki, les petits appartements qui étaient mal isolés et tout, et que les gens avaient vraiment envie de s'en remettre matériellement et revenir un peu à la qualité de vie de l'ère Staline, hein, un peu sous Brejnev. Donc on considère que Brejnev, c'était les années à la fois du confort matériel et de la corruption, évidemment. Hein. Irina Malenko, elle est très claire sur ce point. Elle dit que Brejnev, bon, c'est tout ce qu'elle a connu précédemment, elle est assez jeune, que Brejnev, c'était les années les plus corrompues, et que sous Andropov, il y a eu un énorme progrès, hein, qu'on ne voyait plus les spéculanti dans les rues, tout ça. Bon. C'est pour ça que c'est la... je sais pas si c'est la veuve du ministre de l'Intérieur. Il était quand même un peu vu comme un flic, hein, oui, qu'il avait été. à l'origine. La veuve du ministre de l'Intérieur de Brejnev qui a tiré sur Andropov. Il n'est pas mort tout de suite après, hein, mais il est mort 2 mois après, bon, des séquelles. Oui. Parce qu'il avait lancé cette lutte contre la corruption. Oui. Bien. Ben, je vais peut-être t'inviter, avant de passer aux libations, je vais peut-être, à moins qu'il y ait d'autres questions, je vais t'inviter à conclure. Ben écoutez, je pense bien. que j'ai Oui. plusieurs fois conclu. Hein, je pense que bon, l'URSS est intéressante pour tout le monde, aussi bien pour le passé que pour l'avenir. Et le socialisme aussi. Qu'est-ce que c'est comme Tout à une fait. révolution socialiste? Et le socialisme, en dépit de circonstances actuellement difficiles, on va dire, sur le plan du socialisme. Oui. Regardez ce qui se passe au Venezuela. Oui. Qu'est-ce qu'on met pour étouffer? Oui. Oh là là. Oui, mais enfin les choses ont l'air de bien tourner. Hein. Ah ben après oui, la Syrie et après le Venezuela, finalement, oui. les choses ne vont pas dans la direction qui était escomptée. Hein. Ah ben, c'est normal, ils sont arrivés maintenant, c'est comme une résistance boule des de neige, et ils vont exploser. Parce qu'avec leur système de production et comment s'accaparer de toutes les richesses du monde, c'est pas possible. Ah oui, il y a une résistance des peuples, Et en France en il y a premier une lieu. chose Oui. à Venezuela, c'est comme même l'éducation qui a apporté Chavez avec les Cubains, que ça paye. C'est-à-dire, on ne peut pas rentrer à Venezuela malgré tout ce qu'ils font. L'éducation, c'est ce qui me fait le plus peur ici, parce que j'écris dans le livre que le totalitarisme, c'est en grande partie une invention des inspecteurs d'histoire de l'éducation nationale, hein, qui ont mis ça noir sur blanc dans les manuels. Hein. On voit une grosse différence entre les manuels de maintenant d'histoire et ceux d'il y a 20 ans, c'est terrible. Les pauvres, ça, c'est parfaitement expliqué dans le livre de Christopherson. Hein. Le totalitarisme, c'est très simple, c'est quand même évident. C'est, à un moment donné, c'était difficile jusque-là, après-guerre, de se revendiquer anticommuniste viscéral, comme c'était pourtant le cas de beaucoup. Donc on a trouvé cette espèce d'euphémisation qui s'appelait l'antitotalitarisme. Mais c'est exactement homologue. Comme ça, on était viscéralement anticommuniste, sans pouvoir être taxé de fascisme, et en édulcorant le côté évidemment pro-libéral, pro-américain, etc. Mais c'est absolument similaire. Donc le totalitarisme, ce sera peut-être un truc qu'on réabordera une autre fois, mais là, on sait à quoi s'en tenir sur le concept de totalitarisme. Bon, tu voulais poser une question? Une question pour les universités. Comment fonctionnaient les disciplines? Parce qu'en France, c'est extrêmement divisé. Oh, c'est cloisonné ici, c'est terrible. Oui. Moi, je suis en sociologie et
je vois les limites. Genre, quand un phénomène, il est à la fois un peu de tout, enfin tout est lié entre la psychologie, En France. En France, oui. Et du coup, il y a un blocage, carrément un blocage derrière. Et du coup, comment ça fonctionnait en Union soviétique? C'est-à-dire qu'il y avait ce truc des dominantes et des sous-dominantes. Donc, par exemple, si on faisait sociologie, eh ben, on faisait en même temps à la fois économie, à la fois études politiques. Donc, les facultés étaient très reliées les unes aux autres. À partir du moment où tu remplaces sciences humaines et sociales par corpus marxiste, qui contient absolument toutes les sciences sociales, à part peut-être la psychanalyse, ou ce qui en est dérivé, eh bien, tu t'appuies sur le corpus de Marx et tu vois que tout est effectivement interconnecté. Ce n'est pas des affaires de disciplines distinctes, etc. À partir du moment où en Union soviétique, on appliquait, y compris dans le système éducatif, le marxisme, c'était assez simple d'organiser des études tout à fait en dehors de la construction. Je ne sais pas si tu sais, je parle sous le contrôle de spécialistes, mais que Kluskar expliquait qu'on avait inventé les sciences sociales pour évacuer le marxisme dans l'université. Parce que le marxisme, c'est en prototype, c'est plus la philosophie de la Sorbonne ou de l'université, c'est pas l'économie ou la sociologie de Durkheim ou Weber ou ces mecs-là. C'est tout ça, dans un système cohérent, construit avec une métaphysique, avec tout ce que tu veux, mais interconnecté sur la base d'une logique et de la dialectique. Donc ça, tu l'appliques, tu es marxiste, c'est assez simple d'organiser des études en gérant l'interdisciplinarité, les connaissances transversales et autres. Donc je pense que c'était le projet en Union soviétique, plus ou moins bien réalisé, mais enfin ça semble assez évident à partir du moment où on est marxiste. Et en France, on ne l'est plus du tout à partir en particulier des années 50. Hein. Le côté réactionnaire décisif va passer d'abord et avant tout par le milieu universitaire en France, y compris des pseudo-marxistes, à partir de la fin des années 60. C'est frappant, hein, je veux dire, pour ceux qui l'ont vécu comme moi, c'est totalement frappant. C'est encore une fois ce qui est assez bien raconté dans le livre de Christopherson. Là, je parle de la manière dont l'idéologie libérale et les éléments les plus réactionnaires, comme c'est encore souligné, va passer par le concept d'antitotalitarisme et la manière dont l'ensemble du corps enseignant universitaire en particulier va se radicaliser, mais sur le mode ultralibéral et réactionnaire. Et anticommuniste, fondamentalement. Je peux faire une remarque sur... je crois qu'il y a une tension entre les possibilités qu'offre le marxisme en soi, justement cette pluridisciplinaire, ou le fait même que... Parce qu'à la fois, comme disait Kluskar, les sciences humaines, je crois que c'est les sciences humaines ont été là pour bloquer le marxisme, mais en même temps c'est du marxisme que sortent les sciences humaines. Enfin, oui, mais c'est exactement ce qu'on veut dire. Les sciences humaines, ça va être la manière de contrer la pensée marxiste et tout ce qu'il y a derrière. Je veux dire, c'est qu'il y a une tension avec cette richesse qui était implicite, le fait même d'être marxiste, et quand même un manque de culture liée aux Lumières dans ce pays-là. Par exemple, au moment de le 100e anniversaire de la Révolution d'octobre, je cherchais un bon livre sur l'histoire de l'URSS. Alors des fois, ça ne me gêne pas de republier des bouquins de l'URSS, parce qu'il y en a de très bons. Mais là, j'en voyais un, les seules notes de battage, c'était Lénine, 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 Lénine. C'était Lénine comme mentant l'Union soviétique. Donc il y avait aussi évidemment que si c'est Lénine, c'est forcément intéressant. Mais bon, il faut un recul critique. Il ne faut surtout pas oublier la devise ultime et fondamentale de Lénine. Je ne sais pas si tu la connais. Étudier. Exactement. Learn, learn, learn. Exactement. Apprendre, apprendre, apprendre. Je ne sais pas comment ça se dit en russe, mais même, y compris chez à peu près tous les commentateurs anglo-saxons ou autres, il y a même des blagues là-dessus. Apprendre, apprendre, apprendre. Je pensais que c'était un avant de toi en Inde. Ah non, tu vois, tu es apprendre, c'était celle-là. C'est vrai que les fascistes, c'est croire, obéir, combattre. Et justement, les communistes, c'est apprendre, apprendre, apprendre. Apprendre, apprendre, on voit que c'est exactement le contraire. Voilà. C'était le conseil aux militants, aux jeunes, à la population pour s'émanciper, comme on dit maintenant, pour dire totalement autre chose. Apprendre, apprendre, apprendre. Voilà, et bon, bah écoute, merci encore une fois, bravo. Et